Le téléphone vibra pour la 3e fois au bord du comptoir. Juste au moment où j'essayais d'atteindre le point exact pour le sirop des Uso de Santo. Marisol, ton téléphone. La voix d'Alvaro parvint du salon, chargée de son agacement habituel. Je m'essuyais les mains sur mon tablier. L'écran affichait un numéro de Madrid que je ne reconnaissais pas. Allô. Je parle à Madame Marisol Lopez? Une voix masculine, professionnelle et sèche. Je suis Marisol Mendoza. Corrigez-je en coinçant le portable contre mon épaule tout en remuant la sauce. Je cherche Mademoiselle Lopez. Celle qui a obtenu son diplôme en gestion d'entreprise à la Complutense et qui a été responsable des achats pour la ligne maison de Sarah. Le casier en bois m'échappa des doigts et tomba dans la casserole avec un bruit sourd. C'est bien moi, à qui ai-je l'honneur? Eduardo Roras, directeur général de Luz Ibérica. Nous avons trouvé votre CV grâce à un chasseur de tête. Nous aimerions savoir si vous seriez intéressé pour discuter de la direction des opérations. Une odeur de brûlé commença à s'élever de la poêle où sautaient les amandes. Pardon. Demain à 10 h à notre siège de la rue Serrano. Le salaire serait de 180 000 € par an, plus des bonus sur objectif. J'ai raccroché. Mes mains tremblaient légèrement, mais pas de peur. C'était autre chose, un courant souterrain que je n'avais pas ressenti depuis des années. Marisol, qu'est-ce que tu as encore brûlé? La voix de Carmen, ma belle-mère, descendit l'escalier comme un couteau. Mon Dieu, tu n'es même pas capable de faire une sauce sans la rater. Je ne sais pas ce que mon fils t'a trouvé. La longue table de la salle à manger brillait avec la vaisselle en argent pour 12 personnes. Carmen occupait le bout de table. Alvaro était à sa droite et j'avais été relégué à l'extrémité la plus éloignée. Près de la porte de la cuisine. Diego, mon fils de 8 ans, était à mes côtés, agité dans son costume de marin. Eh bien, Alvaro, ce projet avec Santander est-il enfin bouclé? Demanda Fernando, le frère de Carmen. Presque, il ne manque que quelques détails. Des détails. Carmen coupa son fils avec un rire tranchant comme du cristal brisé. Chéri, cela fait 7 ans que tu es dans l'entreprise et ce ne sont toujours que des détails. Alvaro rougit. Son regard chercha le mien, une cible facile, puis il dit, au moins. Je n'ai pas utilisé une grossesse pour me défiler du travail. Un silence inconfortable s'installa sur la table, seulement rompu par le tintement d'un verre. Alvaro, murmurai-je. Un avertissement. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit quelque chose de faux? Éleva-t-il la voix. Tu as travaillé 1 an après tes études, puis la grossesse, l'enfant. Et maintenant, emmener et ramener Diego de l'école, les tâches ménagères. C'est ce que tu appelles travailler? Diego se recroquevilla près de moi. Je serrai sa petite main entre les miennes. Carmen coupa avec parcimonie son morceau de cochon de lait rôti. Mon fils a raison. Marisol, dis-moi, qu'as-tu apporté à cette famille? Tes parents n'étaient que de modestes propriétaires d'une auberge à Ourance. Je me suis opposé à ce que Alvaro t'épouse, mais au moins, à l'époque. Tu avais un travail décent et maintenant. Mère, ça suffit, dit Alvaro, mais sa voix manquait de force. C'était la plainte d'un enfant boudeur. Pourquoi cela suffirait-il? C'est la fête de l'Action de grâce, un jour pour la vérité. Carmen se leva, tenant son verre de rioja comme un sceptre. Portons un toast, famille, à ceux qui donnent vraiment leur visage pour les Mendoza. Et aussi, se tourna-t-elle vers moi, ses yeux semblables à du silex. À la plus grande honte de cette maison. Le silence fut absolu. On entendait le tic-tac de la pendule dans l'entrée. La main de Diego tremblait dans la mienne. Je regardais Alvaro, mon mari, le père de mon fils. Il avait les yeux rivés sur son assiette. Mais au coin de ses lèvres se dessinait un sourire misérable, complaisant. « Papa » demanda Diego, petit garçon confus. Alvaro ne leva pas les yeux. Je posai la serviette en lin sur la nappe. Le geste silencieux fut plus éloquent qu'un cri. Je me levai. « Marisol, où vas-tu » Carmen ne criait pas encore, elle ordonnait. Je ne répondis pas.
J'allai au porte-manteau dans le vestibule et pris nos manteaux. La nuit madrilène de novembre était froide. Maman? Diego me suivit, les yeux écarquillés. Mets ton manteau, mon chéri. Marisol, je t'ai posé une question. La voix de Carmen devint un cri. J'attachai Diego, puis je mis mon trench coat. Alvaro se leva enfin. Ne fais pas de scène, Marisol. Assieds-toi. Je le regardai dans les yeux. Pour la première fois, je vis le vide absolu qui habitait en eux. Rien, ni amour, ni haine, pas même de la pitié. 7 ans de ma vie réduits à un terrain vague. Allons-y, Diego. Si tu franchis cette porte, ne reviens pas. Le cri de Carmen était déchirant, hystérique. Je tournai la poignée de la lourde porte en chêne. Une bouffée d'air glacé nous frappa. La petite main de Diego était chaude, petite, la seule chose réelle en cet instant. Nous descendîmes les 3 marches du perron. De l'intérieur, la voix d'Alvaro parvint clairement, destinée à ce que je l'entende. Laisse-la, mère. Elle reviendra. Elle n'a nulle part où aller. La porte se referma brusquement. Nous marchâmes en silence dans la rue Serrano, vide et élégante. Les lumières des vitrines de luxe illuminaient des sacs qui coûtaient plus cher que ma voiture. Diego sanglotait en silence. Maman, où allons-nous? Je m'arrêtai et m'accroupis devant lui sur le trottoir. Avec mon doigt, j'essuyai les larmes qui sillonnaient ses joues. Dans un hôtel. Et demain peut-être aller voir tante Sofia à Barcelone. Tu aimes la mer, n'est-ce pas? Et papa? Je regardai au-delà de lui, vers le bout de la rue. Où la lumière des réverbères se fondait dans l'obscurité. Je respirai profondément. Ton papa, cherchai-je les mots, la vérité la plus aimable possible. Ton papa a besoin d'un peu de temps pour se rendre compte de ce qu'il vient de perdre. Dans ma poche, le portable vibra à nouveau. Je le regardai. Un message d'Eduardo Roras, j'espère vous voir demain. Au fait, je viens de signer la résiliation du contrat avec Construction Mendoza. Leurs problèmes financiers sont plus importants qu'il n'y paraît. Peut-être pourrons-nous en parler demain aussi. J'éteignis le téléphone, levai la main et un taxi s'arrêta. Au meilleur hôtel du centre, s'il vous plaît. Le conducteur, un homme âgé avec une moustache, me regarda dans le rétroviseur. Une femme avec une robe simple, un enfant qui pleure, sans bagage. En pleine fête de l'Action de grâce américaine. Madame, vous êtes sûre? Absolument sûre, dis-je, et ma voix sonna si froide et nouvelle que j'en fus moi-même surprise. Quand le taxi démarra, je regardai par la vitre arrière. La lumière de la salle à manger brillait au premier étage de la maison familiale. Je vis des ombres bouger derrière les rideaux. Le dîner continuait. Il ne manquait que 2 couverts. 2 couverts qui n'avaient jamais eu d'importance. Diego se blottit contre moi. Sa respiration se calma peu à peu. Je l'embrassai sur les cheveux et commençai à fredonner doucement une chanson que ma mère, la Galicienne propriétaire d'une humble auberge, me chantait quand j'étais petite. Une berceuse sur la mer. Après la tempête, le taxi traversa la porte des Alcalá. L'histoire de Madrid coulait derrière les vitres. Je me souvins soudain de la femme que j'étais il y a 7 ans, tailleur de chez Sarah. Talons qui résonnaient avec assurance dans les couloirs des salons. Carte de visite à mon nom Marisol Lopez et un avenir qui s'ouvrait comme un éventail de possibilités. Puis j'ai connu Alvaro, puis la grossesse, puis le mariage que Carmen a exigé, rapide, discret. Puis lui, la famille d'abord, puis mon nom, mon CV, mes ambitions. S'évanouissant comme des photos en plein air. Le portable vibra de nouveau dans ma poche. Alvaro. Je le laissai sonner 10 fois dans le silence sacré du taxi avant qu'il ne s'arrête. Nous sommes arrivés, madame. Je payai, descendis avec Diego et entrai dans le lumineux vestibule en marbre. La réceptionniste, impeccable, me sourit. En quoi puis-je vous aider? Une suite pour 2 nuits et un appel de réveil à 7 heures, s'il vous plaît. J'ai une réunion importante. Bien sûr, au nom de qui? Marisol Lopez, dis-je, clair, ferme, comme réclamant un territoire perdu.
Mademoiselle Marisol Lopez. La carte magnétique ne pesait presque rien dans ma main et pourtant c'était la chose la plus solide que j'ai tenue depuis des années. Dans l'ascenseur, Diego somnolait dans mes bras. Je le couchais doucement dans le leaking de la suite. Dehors, Madrid scintillait. La ville où j'avais vécu une décennie semblait soudain nouvelle, vaste et pleine d'échos inconnus. Je m'approchai de la fenêtre. L'écran de mon portable brilla à nouveau. Carmen, cette fois je ne le laissais pas sonner. J'appuyai sur le bouton d'arrêt jusqu'à ce que la lumière s'éteigne et que l'écran devienne un rectangle noir et muet. Demain, je ne serai plus la honte des Mendoza. Demain, je serais à nouveau Marisol Lopez et eux, ceux qui venaient de porter un toast à mon départ, ne savaient pas encore que le calme qui précède la tempête était terminé. Diego s'endormit la bouche entr'ouverte, agrippé au bord du drap de coton égyptien. Comme si c'était sa petite couverture de sécurité. Je m'assis à côté de lui sur le lit, observant son torse monter et descendre. Sur son visage, il y avait encore des traces de larmes séchées. L'asthme, toujours sensible à la tension, lui faisait respirer avec ce léger sifflement qui me brisait le cœur. Le silence de la suite était total, seulement rompu par le bourdonnement ténu du minibar. J'enlevai mes chaussures et marchai pieds nus vers la fenêtre. Madrid, à mes pieds, une étendue de lumière et d'ombre. Là-bas, vers le nord-ouest, devait se trouver la maison des Mendoza. J'imaginais Carmen ordonnant qu'on retire mon assiette. Alvaro se servant un autre verre de vin pour célébrer mon départ. La rage, quand elle arriva, fut si froide et affilée que j'en fus presque surprise. Ce n'était pas un accès de colère, c'était une certitude. Plus jamais. Le portable, rallumé, reposait sur la table de nuit. Avant que je ne puisse décider si je devais l'appeler, il commença à vibrer. Sofia. Marisol, mon Dieu, où es-tu? Alvaro vient de m'appeler, hystérique. Disant que tu avais fait un scandale et que tu étais parti avec Diego. Que diable s'est-il passé? La voix de ma petite sœur, toujours directe comme un coup de poing dans l'estomac, me déstabilisa. La gorge se serra. J'essayai de parler et il n'en sortit qu'un son guttural. Un gémissement animal que je ne reconnus pas comme le mien. Marisol. Marisol. Respire. Raconte-moi. Et je lui ai tout raconté. Le dîner, les mots de Carmen, la complicité des Alvaro, la porte qui se ferme. Quand j'eus fini, le silence à l'autre bout du fil était éloquent. Salope, murmura Sofia à la fin. La vieille est l'imbécile de ton mari. Tu vas bien? Et Diego? Nous sommes au Ritz. Au Ritz? Waouh, là tu as frappé fort, ma sœur. Son ton contenait un sourire forcé, une tentative d'alléger la tension. Écoute, demain je prends le premier AVE. Je serai à Madrid pour midi. Pas besoin, Sofia. J'ai une interview d'embauche demain à 10h. Une autre pause. Puis je lui parlais d'Eduardo Roras, de Luz Ibérica. Du chiffre qui me semblait encore relever du fantasme. Le silence de Sofia, cette fois, était d'un étonnement absolu. Mon Dieu, Marie, c'est le poste de la moitié de Madrid et tu ne l'as dit à personne. Pas même à ton cher époux. Non. J'allais le faire ce soir après le dîner, comme une bonne nouvelle, un motif de fierté. Un rire amer m'échappa. Heureusement que je ne l'ai pas fait. Écoute-moi bien, dit Sofia et sa voix adopta le ton d'avocate qu'elle était, ferme et claire. Demain, tu vas à cet entretien. Tu te présentes comme la déesse que tu es et tu obtiens ce travail. Puis, avec le contrat signé, tu leur brises le visage assez. Littéralement ou figurativement, je te laisse le choix. Mais maintenant, ce soir, ferme les yeux. Tu es sorti de là, c'est la seule chose qui compte. Nous avons raccroché. Je me déshabillai, me glissai sous la douche en marbre et laissai l'eau chaude me frapper la nuque. Les larmes, quand elles arrivèrent, furent silencieuses et éphémères. Pas pour eux, pour la femme que j'avais été, celle qui avait permis que son nom, ses rêves. Sa voix s'évanouisse comme des photos au soleil jusqu'à blanchir complètement. À 7h du matin, le téléphone de la chambre sonna avec sa sonnerie discrète.
J'avais peu dormi, mais une nervosité nouvelle, électrisante, me parcourait les veines. Ce n'était pas de la peur, c'était de l'adrénaline. Diego, mon chéri, lève-toi. Aujourd'hui est un jour spécial. Pendant qu'il se frottait les yeux, je commandais au service d'étage 2 petits déjeuners. Pas le café et la biscotte rapide de chaque matin, mais du jus frais, des fruits coupés. Du chocolat avec des churros. Un petit luxe, une célébration. On ne va pas à l'école, demanda Diego la bouche pleine de chocolat. Aujourd'hui non. Aujourd'hui tu viens avec maman à une réunion très ennuyeuse et ensuite on fera quelque chose d'amusant. Tu te souviens de tante Sophia? Elle va venir nous voir. Son visage s'illumina. Sophia était la tante cool. Celle qui lui apportait des cadeaux impossibles et qui jouait à la console avec lui par terre. À 9h30, nous sommes sortis de l'hôtel. Je lui avais acheté des vêtements neufs à la boutique de l'hôtel, un jean et un sweat. Et je portais le seul tailleur que j'avais mis dans la valise d'urgence que j'avais toujours prête. Dans le placard, au cas où. Un tailleur pantalon noir simple de chez Sarah, mais qui me seyait bien. Mon armure. Luz Ibérica occupait un spectaculaire bâtiment de verre et d'acier en pleine rue Serrano. En entrant, le hall était un univers de lumière. De plantes exubérantes et du doux murmure de gens élégants et occupés. À la réception, une femme jeune et soignée me sourit. Madame Mendoza. Monsieur Roras vous attend. Au 10e étage. Ne me corrigez pas, pas encore. L'ascenseur monta en silence. Diego me serra la main. Maman, tu travaillais ici avant? Non, chérie. Je travaillais dans un endroit similaire, mais c'était il y a longtemps. Les portes s'ouvrirent. Une secrétaire nous conduisit par un couloir au mur blanc et au sol en chêne clair jusqu'à une vaste salle de réunion avec vue sur tout le Paseo de la Recolta. Je fis asseoir Diego dans un coin avec ma tablette et un casque. 5 minutes, mon amour. À ce moment-là, la porte s'ouvrit. Eduardo Roras n'était pas comme je l'avais imaginé. Au lieu du quinquagénaire en costume hors de prix, c'était un homme d'environ 42 à 43 ans, grand. Aux cheveux sombres grisonnants sur les tempes et des lunettes en écaille qui lui donnaient un air. Plus d'architecte que de magnate de la mode. Il portait un costume bleu marine sans cravate, la chemise blanche déboutonnée au col. Madame Lopez. Dit-il en me serrant la main. Sa poignée de main était ferme, sèche. Ses yeux gris verts m'évaluèrent d'un regard rapide, professionnel. Merci d'être venu. Et voici Diego, mon fils. Je vous demande pardon, je n'avais personne pour le garder aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas, la famille passe avant tout. Ces paroles inoffensives me sonnèrent comme un écho amer. S'il vous plaît, asseyez-vous. L'entretien ne fut pas un entretien, ce fut un interrogatoire brillant, un duel d'intelligence. Il parla de chiffres, de goulot d'étranglement dans la chaîne d'approvisionnement. D'expansion en Amérique latine, de durabilité comme marketing et comme obligation. Je répondais au début avec prudence, puis avec une assurance qui grandissait à chaque minute. J'avais passé des années à lire des rapports économiques la nuit, à étudier le marché. À maintenir vivante cette partie de mon cerveau que Alvaro et Carmen considéraient comme un passe-temps inutile. Votre CV est impressionnant, quoique bref, dit-il à un moment donné. Feuilletant le dossier qu'il avait devant lui. 5 ans hors du marché, c'est long. Qu'avez-vous fait? C'était là. La question que je craignais. Je respirais profondément. J'ai été directrice des opérations d'une petite entreprise familiale. Gestion de budget, logistique domestique, ressources humaines, gestion de crise. Négociation avec les fournisseurs et psychologues non rémunérés. J'ai maintenu à flot un système avec de nombreux conflits internes et une direction avec une vision. À court terme. C'est sans doute le travail le plus difficile que j'ai eu. Eduardo Roras arrêta de regarder les papiers. Il m'observa et pour la première fois je vis quelque chose qui n'était pas une évaluation professionnelle, c'était un intérêt sincère, une étincelle de complicité. Et pourquoi voulez-vous revenir, demanda-t-il plus doucement. Parce que le travail me manque, le fait d'être valorisé par un salaire et non par du mépris.
dis-je, et l'honnêteté de mes paroles me surprit même moi. Parce que je veux que mon fils voie que sa mère n'est l'ombre de personne. Il se recula dans son fauteuil en joignant le bout des doigts. Le silence s'étendit, rempli du murmure ténu de la ville à travers la vitre. Hier, nous avons résilié notre contrat avec Construction Mendoza, dit-il soudainement en changeant brusquement de sujet. Ils avaient des mois de retard sur les travaux du nouveau magasin de Barcelone. Leur gestion financière est, pour être bienveillant, chaotique. Notre directeur des achats m'a dit que la seule personne avec qui l'on pouvait parler raisonnablement dans cette entreprise était vous. Quand vous appeliez occasionnellement pour justifier un retard. Le sang me battit aux oreilles. Moi, j'appelais parfois pour aider. Vous mainteniez à flot leur relation avec nous. Je le sais. Alvaro Mendoza n'en a aucune idée, n'est-ce pas? Votre belle-mère, Carmen, est une féroce en affaires. Mais elle vit dans les années 80 et votre mari. Il fit un geste de mépris. Vous êtes le seul actif de valeur de cette entreprise. Et ils étaient en train de le jeter aux toilettes. Je ressentis un vertige soudain, non pas de faiblesse, mais de pouvoir. De rage contenue depuis des années, qui trouvait maintenant une soupape d'échappement. Le poste est à vous, Marisol Lopez, dit Eduardo en se levant. Le salaire est celui que je vous ai dit. Vous commenceriez lundi. Vous devez former une équipe. Restructurer la chaîne d'approvisionnement à partir de zéro. C'est un travail de chien. Vous le voulez? Je me levai aussi. Nos regards se croisèrent. Je le veux. Il sourit. Un sourire rapide et réel. Nous vous enverrons le contrat cet après-midi. Et une chose de plus, il s'approcha de la fenêtre. Pour autant que je sache, votre séparation de l'entreprise familiale va être tumultueuse. Si vous avez besoin de ressources juridiques ou simplement d'un endroit où être en sécurité. Cette entreprise protège les siens. Je suis sérieux. J'acquiesçai, incapable de parler. En sortant de la salle, Diego courut vers moi. C'est fini, maman? Oui, mon chéri, c'est fini. Je lui pris la main. En passant par la réception, la même femme me sourit. Madame Lopez. Monsieur Roras a dit que nous enverrions le contrat à l'adresse email que vous nous avez fournie. Madame Lopez, cela sonna comme une victoire. Pendant que je signais mon avenir sur l'écran de mon portable. Dans le salon principal de la maison des Mendoza, l'enfer se déchaînait. Alvaro, le visage encore bouffi par la gueule de bois et la honte, fixait son téléphone. Il avait sonné 5 fois de suite. Antonio Ruiz, le directeur du chantier de Luz Ibérica à Barcelone, il l'ignora. Ça sonna à nouveau. C'était cette fois le numéro direct de Miguel Ángel Soto. Le redouté directeur des achats de la multinationale. Allô, répondit Alvaro en essayant d'avoir l'air ferme. La voix à l'autre bout fut un coup de fouet. Mendoza, dans quel monde vis-tu? Je viens de recevoir la notification officielle. Luz Ibérica résilie tous les contrats avec nous. Pas seulement celui de Barcelone, tous. 40% de notre chiffre d'affaires annuel. Mendoza, qu'as-tu fait? Alvaro pâlit. Non, ce n'est pas possible. Un malentendu. Je parlerai avec Soto, avec Roras. Roras a signé personnellement la résiliation. Et ce n'est pas tout, la nouvelle se répand déjà. J'ai reçu 3 appels d'autres clients demandant si nous avons des problèmes de liquidité. C'est un effet domino, idiot. Ta mère va te tuer. L'appel se coupa. Alvaro s'effondra sur le canapé, les mains tremblantes. Carmen entra à ce moment-là, déjà habillée, avec son expression habituelle de dédain. Qu'est-ce qui se passe encore? Ça a à voir avec le scandale d'hier soir. Dis à cette femme que si elle n'est pas revenue dans 1 heure, elle peut déjà chercher un avocat. Elle perd Diego, je t'assure. Ce n'est pas Marisol, mère. La voix des Alvaro sonnait étouffée. C'est Luz Ibérica. Ils ont tout annulé, tous les contrats. Le visage de Carmen se figea. Le dédain s'évanouit, remplacé par une panique primitive. Animal, qu'est-ce qu'ils disent? Que c'est à cause des retards dans notre gestion.
Quoi? Imbécile. Le cri de Carmen fit trembler les cristaux du lustre. Tu leur as menti sur les délais. Je t'ai dit d'engager plus de monde, de faire pression sur les sous-traitants. Toi et ton incompétence. Elle se jeta sur lui, mais non pour le frapper, plutôt pour lui arracher le téléphone. Elle composa un numéro avec des doigts tremblants. Miguel Angel, c'est Carmen Mendoza. Pour l'amour de Dieu, c'est une erreur. Nous pouvons renégocier, baisser le prix de 10%. Si. Elle écouta. Son visage se décomposait lentement. L'arrogance se brisait comme un masque de plâtre, révélant la peur d'une vieille femme qui voit s'effondrer le monde qu'elle a construit. Qu'est-ce que vous voulez dire par « ce n'est pas négociable », que la décision vient de Roras? Alors passez-moi Roras. Une autre pause, plus longue. Les yeux de Carmen s'écarquillèrent, fixés dans le vide. Que négocier avec? Avec qui? Répétez-le-moi. Alvaro la vit pâlir. Il vit comment ses lèvres, toujours si fermes, commençaient à trembler. Avec Marisol, murmura Carmen en raccrochant le téléphone comme s'il la brûlait. Elle le laissa tomber au sol. Le cristal de l'écran vola en éclats. Il dit le beau salaud que la seule personne avec qui ils sont disposés à parler est Marisol. Quel est leur seul interlocuteur valable? Le silence qui suivit fut plus assourdissant que n'importe quel cri. Alvaro sentit le sol s'ouvrir sous ses pieds. Ça n'a pas de sens. Marisol n'a rien à voir avec l'entreprise. Elle juste. Juste quoi, Alvaro? Carmen lui hurla au visage, la bouche déformée par la fureur et la terreur. Elle n'a fait que couvrir tes conneries pendant des années. Elle a été la seule personne compétente dans cette famille. Où est-elle? Amène-la ici immédiatement. Je ne sais pas. Et elle est partie. Eh bien, cherche-la, appelle-la, traîne-la par les cheveux s'il le faut, mais ramène-la. Sans ce contrat, nous sommes finis, ruinés, tu comprends? Alvaro, le cœur battant dans la poitrine, prit son portable, chercha dans les contacts. Marisol, maison. Il composa le numéro. Ça sonna et sonna. Personne ne répondit. Le téléphone continuait de vibrer sur la table de nuit de l'hôtel comme un insecte piégé. Alvaro, Carmen, le numéro de la maison. Encore Alvaro. Puis un numéro privé que je reconnus, le fixe du bureau de ma belle-mère. J'éteignis le son et laissai l'écran s'illuminer et s'éteindre encore et encore. Comme les lumières d'alarme d'un naufrage qui ne me concernait plus. Diego regardait la télévision, mais ses yeux étaient vitreux. Distants. Maman, quand est-ce que papa rentre à la maison? Je ne sus quoi répondre. Comment expliquer à un enfant de 8 ans qu'à certains moments, un foyer n'est pas un endroit? Mais les gens qui vous respectent? Bientôt, mon chéri. Maintenant, nous allons faire quelque chose d'amusant. Tu aimerais aller voir le temple de Debo? Son signe de tête fut faible. Le sifflement dans sa poitrine était plus audible. Maintenant je maudissais mentalement le stress, l'air sec de l'hôtel, la nuit de pleurs. Je sortis son inhalateur du sac à dos. Allez, une bouffée pour mieux respirer. Pendant que je l'aidais, le téléphone vibra à nouveau. Cette fois, c'était Sofia. Ma sœur, je suis dans la VE. J'arrive à Atocha à 13h30. Tu es toujours au Ritz? Oui. Mais Sofia, ils appellent comme des fous. Qu'ils continuent d'appeler le vide, dit-elle. Et je pouvais presque voir son sourire féroce à l'autre bout du fil. Ne décroche pas une seule fois. Laisse-les mijoter dans leur propre jus. Tu as le contrat? Ils viennent de me l'envoyer. Je le signe cet après-midi. Eh bien, quand tu l'auras signé et scanné, tu me l'envoies et alors, seulement alors. Tu décroches le téléphone avec la poêle bien chaude à la main. Entendu? Entendu. Elle raccrocha. Diego toussa, un son sec qui me glaça le sang. Sa respiration était saccadée. L'inhalateur ne semblait pas suffisant. Je vérifiai son front. Il était chaud. Non, non, maintenant, s'il vous plaît, pas maintenant. Pendant que je cherchais un thermomètre dans la trousse de secours de la salle de bain.
dans la maison des Mendoza, le chaos régnait. Carmen, pâle comme le marbre de l'entrée, parlait au téléphone avec son avocat. La voix, un filet tendu de panique contenue. Et il n'y a rien à faire, Gonzalo? Rien. La voix de l'avocat, sèche et professionnelle, lui parvenait à travers l'oreillette. Carmen, sans ce portefeuille de Luz Ibérica, les autres créanciers vont sentir l'odeur du sang. Tu as 3 traites à payer ce mois-ci sans cette entrée de capital. Je sais, je sais. Elle passa une main dans ses cheveux. Soigneusement teints d'un blond cendré qui semblait maintenant opaque. Gris. Écoute, fais quelque chose, retarde les paiements, cherche un prêt-relais, je ne sais pas. Mais j'ai besoin de temps. Des jours, Gonzalo, des heures. Je vais essayer, mais tu as besoin de cette fille. Roras a été clair, seulement avec elle. C'est une question personnelle maintenant. Carmen raccrocha et se tourna vers son fils. Alvaro était effondré sur le canapé, la tête entre les mains. L'odeur de brandy de la nuit précédente l'enveloppait encore. « Et tu l'as localisée » lança-t-elle. Elle ne répond pas au téléphone, mère. J'ai appelé le portable, le fixe, je suis allé chez son amie Lucia. Rien. As-tu pensé à l'hôtel? Elle peut être dans n'importe quel hôtel. Avec quel argent? Elle n'a pas de carte de crédit à son nom. Seulement la secondaire de mon compte et elle ne l'a pas utilisée. Carmen le regarda avec un mépris si profond qu'elle semblait vouloir le réduire en cendres. Tu es plus inutile que je ne le pensais. Non seulement tu ruines mon entreprise, mais tu n'es même pas capable de contrôler ta propre femme. Elle s'approcha et sa voix descendit en un murmure venimeux. Tu as 1 heure. Une seule. Soit tu la trouves. Soit demain même je commence les démarches pour t'éjecter de l'entreprise et tu ne reverras pas un centime de l'héritage de ton père. La menace, vieille et usée, fonctionna cette fois comme un coup de fouet. Alvaro se leva d'un bond, les yeux injectés de sang. Tu ne peux pas faire ça. Ah, non. Essaie de me voir faire. Elle lui tourna le dos. Et Alvaro, quand tu la trouveras, rampe s'il le faut, mais ramène-la. Dans la suite du Ritz, la fièvre de Diego montait. 38,5. Sa respiration était devenue un halètement angoissant. La panique, un animal froid, me mordit l'estomac. Le téléphone, appelait Alvaro. C'était son père après tout, mais l'image de son sourire moqueur pendant le dîner m'en empêcha. Non, pas après ça. J'ai appelé la réception. J'ai besoin d'un pédiatre. Urgent. Tout de suite, Madame Lopez, nous vous envoyons le médecin de garde de l'hôtel. En attendant, j'embrassai Diego, berçant son corps fébrile. Tranquille, mon amour. Le médecin arrive. Tout va bien se passer. Papa arrive, demanda-t-il avec des yeux larmoyants. Non, chérie. Papa non. Le médecin, un homme d'une 60aine d'années aux manières impeccables, arriva en 10 minutes. Il ausculta Diego, prit sa température, lui mit un oxymètre de pouls au doigt. C'est une crise asthmatique légère? Exacerbée par le stress et probablement une infection virale naissante, diagnostiqua-t-il. Je vais lui mettre un aérosol avec des corticoïdes tout de suite et je lui donne une ordonnance. Il a besoin de repos, d'humidité ambiante et de beaucoup de tranquillité. Il a vécu quelque chose de stressant récemment? Un rire amer s'étouffa dans ma gorge. On peut dire ça. Le médecin me regarda avec curiosité, mais ne posa pas de questions. Les clients du Ritz avaient des drames privés. Qu'il se repose, je passe demain à la première heure. Quand il partit, Diego respirait déjà mieux, somnolent grâce aux médicaments. Je m'assis à côté de lui, épuisé. Sur l'écran de mon portable brillait le PDF du contrat de Luz Ibérica. 180 000 € annuels, bonus, voiture de fonction, un bureau au 10e étage, un avenir. Je pris le stylo de l'hôtel, signature, DNI. Date, je scannai les pages et je les envoyai à Eduardo Roras et à Sofia. 1 minute plus tard, un message d'Eduardo arriva, bienvenue dans l'équipe. On se voit lundi. Force. Et un autre de Sofia, bravo.
Maintenant oui, décroche le téléphone. Juste à ce moment-là, le portable vibra à nouveau. Alvaro. Le 40e appel. Je respirais profondément. Je comptais jusqu'à 5 et fis glisser mon doigt pour accepter. Marisol, enfin. Où es-tu? Tu vas bien? Et Diego? Sa voix était un torrent de panique et de fausse inquiétude. Nous allons bien. Que veux-tu, Alvaro? Je veux. J'ai besoin que tu reviennes à la maison. Ce qui s'est passé hier soir était un malentendu. Maman n'était pas bien. J'avais trop bu. Un malentendu. Répétais-je ces paroles, plates, sans intonation. Ta mère m'appelle la plus grande honte de la famille. Tu te marres et on nous jette, ton fils et moi, à la rue le jour de la fête de l'Action de grâce. Ce n'est pas un malentendu, Alvaro. C'est une déclaration d'intention et je l'ai parfaitement comprise. Il y eut un silence. Puis sa voix se brisa en adoptant un ton de supplication qui, avant, m'aurait fait fondre. Marie, s'il te plaît. Je regrette vraiment. Reviens et parlons-en. Parlons-en comme des adultes. Parlez. Nous pouvons parler maintenant. Par téléphone. Non, ce n'est pas la même chose. Diego a besoin de moi. Moi, j'ai besoin de toi. Le mensonge était si transparent qu'il en fit mal. Tu as besoin de moi ou tu as besoin de ma signature pour sauver le contrat avec Luz Ibérica? Le silence à l'autre bout fut si absolu que je crus qu'il avait coupé. Comment? Comment sais-tu ça? Eduardo Roras me l'a commenté ce matin pendant mon entretien pour être la nouvelle directrice des opérations de Luz Ibérica. Le poste que, d'ailleurs, j'ai accepté. Le cri étouffé qui arriva à travers l'oreillette fut presque satisfaisant. Quoi? Alvaro, ton portable va se casser. Tu es en train de me faire marcher? Toi chez Luz Ibérica? C'est ça ta vengeance? Saboter notre entreprise. Je ne vous sabote pas, je vous quitte. Ce sont des choses différentes. Ce qui arrive à votre entreprise est la conséquence de votre incompétence, pas de mon ambition. Quoique maintenant que tu le dis, fis-je une pause calculée, laissant le poison couler. La décision de résilier le contrat, Roras l'a prise hier matin avant le dîner. Avant que tu ne m'appelles honte. Donc techniquement, c'est vous qui vous êtes saboté vous-même. Jolie ironie, non? Marisol, écoute-moi. Sa voix était maintenant un filet, une prière désespérée. Ne fais pas ça. Pour ce que nous avons été, pour Diego. Oh, s'il te plaît, n'utilise pas notre fils. Tu n'as pas le droit. Le calme avec lequel je parlais me surprenait moi-même. Écoute-moi, Alvaro. Je ne reviens ni aujourd'hui, ni demain, ni jamais. Demain, ma sœur Sofia, qui est d'ailleurs avocate, entamera les démarches de séparation et tu vas recevoir une citation pour le tribunal de la famille. Pour réguler un droit de visite. Vu la petite scène d'hier soir, je te conseille d'accepter une séparation. Non, je ne vais pas divorcer. Je ne t'ai pas demandé la permission, je te l'annonce. J'entendis des voix en arrière-plan, la voix stridente de Carmen. Et dis à ta mère d'arrêter de crier. Si elle veut parler avec moi, qu'elle m'appelle elle-même. Et avec politesse. J'ai raccroché. Mes mains tremblaient, mais c'était une vibration de pouvoir, de libération. J'avais rompu le fil. Maintenant, j'étais libre, ou du moins plus libre. Il ne se passa pas 3 minutes. Le téléphone sonna à nouveau. Numéro privé. Je savais qui c'était. Oui, Carmen. Sa voix à l'autre bout était méconnaissable. Ce n'était pas la matriarche despote, mais une vieille femme effrayée. Marisol. Ma fille, il faut qu'on parle. Je ne suis pas ta fille. Parle. Ce qui s'est passé hier soir, ce furent des paroles dites dans un moment d'énervement. Je ne le pensais pas. Je le pensais, et Alvaro aussi. Et tous les autres. Alors, épargnons-nous ça. Carmen, que veux-tu? Un silence.
Je l'entendais respirer comme si cela lui coûtait un effort. Je veux. J'ai besoin que tu arranges ça avec Roras, que tu les convainques de reconsidérer l'entreprise. L'entreprise de mon défunt mari, l'entreprise de ton fils. L'entreprise de ton fils, corrigez-je. Et Diego a déjà son avenir assuré. Avec mon nouveau salaire, il ne manquera de rien. C'est notre entreprise, l'entreprise de la famille, une famille dont je ne fais plus partie. Vous en avez décidé ainsi hier soir, tu te souviens? La plus grande honte. Porte, il n'y a pas de retour en arrière. Je l'entendis déglutir. Je te demande pardon. Les mots sortirent comme des pierres. Reviens. Parle avec Roras et tout redeviendra comme avant. Rien ne redeviendra comme avant, Carmen. Et non, je ne vais pas parler avec Roras. Ou plutôt, oui. Je vais parler avec lui lundi dans mon nouveau bureau pour lui dire de confirmer la résiliation des contrats avec une entreprise mal gérée, dirigée par des gens incompétents et déloyaux. C'est ce que ferait n'importe quelle directrice des opérations qui se respecte. Le cri qu'elle poussa alors n'était pas de rage, c'était de la terreur pure. Tu ne vas pas faire en sorte que nous soyons ruinés. Ton fils perdra son héritage. Mon fils n'a pas besoin de cet héritage empoisonné. Il a besoin d'une mère qui ne soit la honte de personne. Adieu, Carmen. J'ai raccroché et éteint le téléphone. Le monde ne s'est pas terminé. Au contraire, l'air de la chambre me sembla plus léger, plus facile à respirer. Je m'approchai de la fenêtre. Madrid brillait sous le soleil de midi. Là-bas, quelque part dans cette ville. Mon mari et ma belle-mère étaient en train de se noyer dans le puits qu'ils avaient eux-mêmes creusé. Le téléphone de la chambre sonna. C'était la réception. Madame Lopez, il y a un monsieur dans le hall qui insiste pour monter. Il dit que c'est votre mari. Nous autorisons son passage? Je regardais Diego, qui dormait de façon agitée. Je respirais profondément. Laissez-le monter. Le coup à la porte de la suite fut sec, insistant, comme le battement d'un cœur en panique. Je respirai profondément, regardai Diego qui somnolait sous l'effet du médicament et ouvris. Alvaro était là, mais ce n'était pas El Alvaro que je connaissais. Cet homme avait la chemise froissée, la cravate tordue et dans ses yeux. Il y avait quelque chose que je ne lui avais jamais vu. De la peur pure, nue. Il sentait la sueur et le brandy bon marché. Tu dois venir, dit-il sans préambule, en essayant de s'infiltrer. Je mis un bras sur le cadre de la porte bloquant le passage. N'y pense, Marie, s'il te plaît. Sa voix se brisa. C'est l'entreprise de mon père. Elle coule. Maman est au bord de la crise. Je m'en fiche. Les paroles sortirent plates, froides. Je t'ai dit ce qui allait se passer. Ce qui s'est passé hier soir a eu des conséquences. C'était un dîner. Des paroles. Tu vas nous détruire pour des paroles dites dans un moment d'énervement? Son ton montait, ce ton d'enfant boudeur qui me faisait toujours céder. Mais maintenant non. Ce n'est pas moi qui les ai détruits, Alvaro. C'est toi et ta mère. Moi, j'ai seulement ramassé les morceaux de ma dignité et je suis parti. J'essayais de fermer la porte, mais il mit un pied. C'est ton fils. L'héritage de Diego. Cela me fit rire, un son court et amer. Vraiment, maintenant tu te souviens que c'est ton fils? Hier soir, quand ta mère l'a appelé le rejeton de cette femme, tu as ri. Il pâlit. Je n'ai pas. Tu as ri. Je l'ai vu. Je baissai la voix parce que Diego bougea dans le lit. Maintenant, pars. J'ai du travail à faire. Le travail de nous couler, le travail de me sauver, moi et mon fils. Ce sont des choses différentes. Je le regardais dans les yeux en cherchant quelques traces de l'homme dont je suis tombée amoureuse. Il n'y avait rien, seulement de la panique et de l'égoïsme. Lundi, je commence chez Luz Ibérica. Ma première réunion sera avec le directeur financier pour analyser quels partenaires garder et lesquels résilier. Devine sur quelle liste tu seras. Son visage se décomposa. Tu ne peux pas. Je peux et je vais le faire. À moins que.
Je fis une pause théâtrale, celle que j'avais vu Carmen faire des milliers de fois. Cela fonctionna. Il s'agrippa au à moins que comme un naufragé à un radeau. À moins que quoi? Dis-moi n'importe quoi. Je veux la garde totale de Diego et je veux l'appartement de la rue Velasquez. L'appartement de la rue Velasquez était un petit attique que la famille avait comme investissement, loué à des diplomates mexicains. Il valait facilement 1,5 million. Alvaro cligna des yeux comme s'il ne comprenait pas. L'appartement est à l'entreprise. Maman ne. Alors, nous n'avons rien à nous dire. Je commençai à fermer la porte à nouveau. Attends, je parlerai avec elle. On y arrivera. Mais tu dois venir maintenant. Tu dois parler avec Roras. Lui dire que c'était une erreur. Je ne vais lui dire rien du tout. Toi, tu vas obtenir que ta mère me signe une procuration pour examiner les livres de l'entreprise. Tous. Et si je trouve quelque chose qui me convainc que cela vaut la peine de la sauver? Alors et seulement alors je parlerai avec Eduardo en tant que consultante externe. Pas comme employé de Luz Ibérica. Avec des honoraires de 10% de ce que j'arrive à récupérer de ce contrat. Il me regarda comme si une autre tête avait poussé. Tu nous fais du chantage? Je t'offre un service professionnel, Alvaro, à un prix d'ami. Prends-le ou laisse-le. Il respira profondément avec cette expression d'homme acculé qui m'était déjà familière. J'ai besoin de parler avec maman. Tu as 1 heure. Mon prochain appel est à mon avocate. Et non, ce n'est pas celle de l'entreprise, c'est ma sœur. Je fermai la porte à son nez, tournant la clé avec un déclic satisfaisant. Je m'appuyai contre le bois, le cœur me martelant la poitrine. J'avais joué ma main, une main dont, jusqu'à 48 heures auparavant. Je ne connaissais même pas l'existence. Pendant que j'attendais, le chaos dans la maison des Mendoza se cristallisait en panique organisée. Carmen, assise dans le bureau de son défunt mari avec une coupe de cognac tremblant dans la main, écouta la proposition de son fils, les lèvres serrées en une ligne blanche. L'appartement de Velasquez est 10%. Cette chienne misérable croit qu'elle peut me poser des conditions. Maman, nous n'avons pas le choix. Alvaro cria en s'effondrant dans le fauteuil face à elle. Sans le contrat de Luz Ibérica, nous ne pouvons pas payer les traites de ce mois-ci. Ruiz a déjà appelé pour dire que si nous ne payons pas le chantier de Séville, il nous poursuit en justice et la banque a gelé la ligne de crédit. Carmen vida la coupe d'un trait. La liqueur ne ramena pas la couleur à ses joues. Les livres. Elle ne peut pas voir les livres. Pourquoi pas? Qu'y a-t-il dans les livres? Le silence qui suivit fut plus éloquent que n'importe quelle réponse. Carmen détourna le regard. Des choses de l'entreprise. Rien qui ne l'intéresse. Alvaro la regarda et, pour la première fois dans sa vie d'adulte, une étincelle de suspicion, d'intelligence, traversa son regard. Que as-tu fait? Rien que je n'ai fait pour te sauver, imbécile. La voix de Carmen était un murmure râpeux, les prêts, les refinancements. Tout n'est pas exactement comme il devrait l'être. Et toi, ton petit problème avec le casino, ça n'apparaît pas non plus dans les livres officiels. Alvaro devint blanc. Tu lui as dit que c'était des frais de représentation. Et qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Que je te laisse entre les mains de cette racaille? Il se leva en chancelant. Elle ne peut pas voir les livres. Mais elle a besoin de croire qu'elle peut. Dis-lui que oui, qu'elle aura la procuration, mais qu'elle doit d'abord régler l'histoire de Roras. Elle veut la procuration d'abord, alors qu'elle aille se faire foutre. Carmen frappa le bureau avec une telle force que la coupe vide sauta et roula sur le sol. C'est moi qui commande ici. À ce moment-là, le téléphone du bureau sonna. C'était la banque. Carmen décrocha l'oreillette d'une main tremblante. Elle écouta pendant 30 secondes. Elle ne parla même pas. Quand elle raccrocha, elle semblait avoir vieilli de 10 ans. Ils ont exécuté la garantie du chantier de Barcelone. Nous avons 72 heures pour injecter du capital ou nous perdons la caution. 300 000 euros. Elle s'effondra sur la chaise, le souffle court. Dis-lui que oui. À tout, mais qu'elle vienne maintenant. Maintenant même.
Mon téléphone sonna 20 minutes plus tard. C'était Alvaro. Maman accepte. Le notaire arrive dans 1 heure. Viens avec l'enfant. On parlera ici. Non. La réponse fut automatique. Le notaire viendra à mon hôtel. Et Diego reste ici avec la babysitter de l'hôtel. J'irai seul, mais d'abord je veux le précontrat de vente de l'attique à mon nom. Signé par Carmen en tant qu'administratrice unique de l'entreprise. Ensuite la procuration. Ensuite je parlerai avec Roras. C'est de la méfiance. Oui, Alvaro, ça l'est. J'ai raccroché. La babysitter de l'hôtel, une jeune professionnelle nommée Elena, arriva dans la suite. Je lui expliquai la médication de Diego, je lui donnai mon numéro de portable et celui du pédiatre. Mon fils, étourdi par la fièvre, protesta à peine. Je reviens dans 1 heure ou 2, ma vie. Je l'embrassai sur le front. Dors un peu. Je descendis dans le hall. Je n'irai pas chez eux. Cette maison n'était plus la mienne. J'avais réservé l'une des petites salles de réunion de l'hôtel avec une table en chêne et des chaises en cuir, un territoire neutre. Carmen et Alvaro arrivèrent ensemble. Elle, vêtue de noir strict comme pour un enterrement, portait un dossier en cuir. Lui, à ses côtés, semblait un enfant effrayé. En me voyant assise au bout de la table, avec un bloc-notes et un stylo de l'hôtel devant moi. Carmen fit la grimace. « Tu as l'air d'être la propriétaire des lieux, dit-elle avec son venin habituel. Mais il lui manquait de la force. Asseyez-vous. Je ne me levai pas. Je ne leur offris pas de café. Vous avez apporté les papiers? Carmen lança le dossier sur la table. Le précontrat et la procuration. Je signerai quand tu signeras l'engagement de parler avec Roras. J'ouvris le dossier. Le précontrat était bien rédigé. Vente de l'attique de la rue Velázquez 24 au nom de Marisol Lopez pour 1 euro symbolique. La signature de Carmen en tant qu'administratrice unique de Construction Mendoza SL était là. À côté du cachet de l'entreprise. La procuration était large, elle me donnait un accès total à tous les documents financiers. Compte bancaire, contrat et registre des 5 dernières années. Je levai les yeux. Il manque la clause de confidentialité mutuelle. Carmen fronça les sourcils. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que je m'engage à ne pas utiliser les informations des livres pour vous nuire en dehors de ce qui est strictement nécessaire pour renégocier avec Luz Ibérica. Et vous vous engagez à ne pas utiliser ma nouvelle position chez Luz Ibérica pour me faire pression. Ou pour favoriser l'entreprise. Tout ce que je récupère pour vous sera via mon travail en tant que consultante externe avec facture. Et tout le reste. Alvaro regarda sa mère, déconcertée. Carmen, cependant, acquiesça lentement. Elle vit la logique, la protection juridique. D'accord, ajoute-la. J'écrivis la clause à la main sur les 2 copies, la fis signer à Carmen et la signai moi-même. Puis je signai la procuration. Le notaire, un homme d'un âge impassible, apposa ses cachets et ses signatures. En 10 minutes. J'étais légalement la propriétaire d'un pantouse de luxe et je détenais les clés financières de l'entreprise qui m'avait méprisé. Bien, dis-je en rangeant ma copie. Maintenant, les livres. Je veux tout voir tout de suite au bureau. Alvaro a commencé. Qu'il les apporte ici ou je m'en vais et vous pourrez expliquer à vos créanciers pourquoi ils ont perdu la dernière opportunité. Carmen a fait un signe de tête à Alvaro. Il a sorti son ordinateur portable. Tout est numérisé. Depuis 2018, j'ai passé les 2 heures suivantes submergé dans une mer de chiffres. Factures, prêts, bilan, relevés bancaires. Carmen a essayé d'expliquer, de justifier, mais je l'ai ignoré. Je parlais le langage des chiffres et ce langage ne mentait pas. Et ce qu'il disait était terrifiant. Construction Mendoza n'était pas seulement au bord du gouffre, mais avec un pied déjà dans le vide. Dette différée auprès des fournisseurs. Prêt personnel de Carmen garanti par les actifs de l'entreprise. Fausses factures pour de petits travaux payés à des sociétés écrans. Et des retraits récurrents en espèces justifiés comme frais de représentation qui totalisaient près
De 200 000 € sur les 3 dernières années. Toujours les mêmes jours, les vendredis, et toujours autorisé par Carmen. J'ai levé les yeux de l'ordinateur. Alvaro ne pouvait pas me regarder dans les yeux. Carmen avait le regard fixé sur la fenêtre. Les frais de représentation des vendredis, dis-je. Ma voix était calme dans la pièce silencieuse. À quel casino allez-vous, Carmen? Elle a frémi. Je ne sais pas de quoi tu parles. Si, tu le sais. 2 000 ou 3 000 € chaque vendredi. Parfois 4. Retiré en espèces du compte de l'entreprise, justifié comme attention aux clients. Mais il n'y a aucune facture de restaurant, ni de bar, ni de cadeau. Juste de l'argent liquide. J'ai tourné l'écran vers Alvaro. C'était toi. Il n'a pas répondu. Son silence était la confirmation la plus claire. C'est une addiction, a murmuré Carmen, soudain âgée et fragile. Un vice. J'ai essayé de l'aider, de le couvrir avec plus de dettes, avec plus de mensonges. J'ai fermé l'ordinateur d'un coup sec. Donc, ce n'est pas seulement de l'incompétence. C'est un détournement de fonds. N'utilise pas ce mot, a crié Alvaro en se levant. C'était l'argent de la famille, de l'entreprise. Et chaque euro que tu as emmené au casino était 1 € de moins pour payer les maçons. Les électriciens, les fournisseurs comme Luz Ibérica. À qui, d'ailleurs, vous devez 3 mois de facture. L'air de la salle semblait être devenu lourd, irrespirable. Carmen pleurait en silence. Des larmes de rage et d'impuissance qui glissaient sur ses joues soigneusement maquillées. Tu as ce que tu voulais, dit Alvaro, la voix en lambeaux. Maintenant, vas-tu nous aider? Je les ai regardés. La femme qui m'avait humilié pendant une décennie. L'homme qui avait été mon compagnon de vie et qui avait volé l'avenir de sa propre entreprise pour financer son vice. J'ai ressenti du dégoût et, de façon inattendue, une pointe de pitié. C'étaient des ruines, 2 ruines qu'ils avaient construites de leurs propres mains. Je vais passer un appel, dis-je en me levant, mais je ne vous promets rien. Je suis sorti de la salle et je me suis dirigé vers un coin calme du hall. J'ai composé le numéro d'Eduardo Roras. Il a répondu à la 2e sonnerie. Marisol. J'imaginais ton appel, Eduardo, je te remercie pour l'opportunité. Et l'avertissement sur Mendoza, est-ce si grave? Pire. Détournement de fonds, dettes cachées, fausses factures, un désastre. Un silence à l'autre bout. Alors, ma décision était la bonne. Je suis désolé pour toi, malgré tout. Ne sois pas désolé. J'ai pris une profonde inspiration. Eduardo, que faudrait-il pour reconsidérer, même de façon temporaire et conditionnelle? La résiliation? Il a fait un bruit, peut-être qu'il buvait un café. Il faudrait des garanties, une injection de capital immédiate pour démontrer la solvabilité. Un changement de direction opérationnelle et une supervision externe de tous les paiements. En gros, il faudrait que Mendoza cesse d'être Mendoza. Et si cette supervision externe, c'était moi? La question est sortie toute seule. En tant que consultante indépendante, pas en tant qu'employée de Luz Ibérica. Je présenterai des rapports hebdomadaires, j'approuverai chaque facture. Je gérerai la trésorerie et la direction opérationnelle passerait à un gérant de ma confiance. Eduardo a émis un son sec et admiratif. Tu demandes à ce que je leur retire leur entreprise. Je leur propose de les sauver de la faillite et d'une possible dénonciation pour détournement de fonds. En échange, ils récupèrent leur principal client et je gagne 10% du montant récupéré. Tu es dur, Marisol. Ça me plaît. Il a fait une pause. D'accord. Je te donne 1 mois. Si dans 1 mois la situation est contrôlée, les paiements à jour et le chantier de Barcelone repart. Je reconsidère. Mais c'est ta responsabilité. Si vous échouez, ta crédibilité auprès de moi partira en fumée. Entendu. Envoie-moi le plan par écrit demain. Et Marisol, fais attention. Les gens acculés sont imprévisibles. J'ai raccroché. En revenant dans la salle, 2 paires d'yeux m'ont regardé avec désespoir. Vous avez 1 mois, ai-je dit sans m'asseoir.
Un mois d'essai. Eduardo Roras reconsidérera si, et seulement si. Je prends le contrôle opérationnel et financier de Construction Mendoza. Chaque facture, chaque paiement passe par moi. Vous, Carmen, vous vous limiterez à la présidence exécutive et vous, Alvaro, serez écarté de toute décision économique. Vous ferez ce que je dis quand je le dirai. C'est un coup d'État, a protesté Carmen, mais sans conviction. C'est une bouée de sauvetage. Prenez-le ou laissez-le, mais si vous l'acceptez, il y a une condition de plus. Je me suis tourné vers Alvaro. Tu vas te désintoxiquer. Aujourd'hui même, j'ai le nom d'une clinique privée. Tu iras où j'appelle la police et je leur montre les relevés bancaires. Alvaro a ouvert la bouche pour protester, mais Carmen lui a posé une main sur le bras. Ira, a-t-elle dit d'une voix d'outre-tombe. Et l'argent pour payer les dettes immédiates? J'injecterai 100 000 € de mon propre argent comme prêt avec un intérêt de 5%. Et vous, Carmen, vous me signerez en garantie une hypothèque sur cette maison. Pour la première fois, elle a semblé vraiment blessée. Cette maison était sa forteresse, le symbole de son statut. Ma maison ou la prison pour votre fils. Le choix. Carmen a baissé la tête. Elle a acquiescé une seule fois, vaincue. Bien. Demain à 9 h au bureau avec tous les livres sur papier et Alvaro à 10 h à la clinique. Je vous enverrai l'adresse. Je me suis levé. J'ai ramassé mes papiers. Et maintenant, si vous m'excusez, je dois monter voir mon fils. Je suis sorti de la salle sans regarder en arrière. Dans l'ascenseur, mes jambes tremblaient. Pas de peur. De la décharge d'adrénaline. De la rage contenue pendant des années qui avait enfin trouvé une issue. J'avais gagné. J'avais obtenu le Pentouse, le contrôle, la reddition de Carmen. Mais en regardant mon reflet dans le miroir de l'ascenseur, je n'ai pas vu une gagnante. J'ai vu une femme fatiguée, au cœur encore endolori, qui venait de faire un pacte avec le diable. L'ascenseur s'est arrêté. Les portes se sont ouvertes. Au fond du couloir, la nounou Elena m'a souri. Diego était réveillé, assis dans son lit avec sa tablette entre les mains. « Maman, tu as fini de travailler ?»« Oui, chérie. J'ai fini pour aujourd'hui. » Il m'a serré dans ses bras et son petit corps chaud contre le mien a été la seule encre dans une mer de sentiments partagés. J'avais gagné la bataille, mais la guerre pour reconstruire ma vie. Pour être la mère qu'il méritait, pour être la femme que j'avais été autrefois, venait de commencer. Et dans l'air, comme une odeur de gaz, flottait la question. À quoi d'autre étais-je prête à renoncer pour gagner? La première semaine de décembre a apporté à Madrid un froid sec et tranchant. Je n'étais plus au Ritz. J'avais exécuté le pré-contrat et je vivais seul avec Diego, dans le Pentouse de la rue Velázquez. Les diplomates mexicains avaient été expulsés avec une généreuse compensation. Leurs meubles sobres et leurs tableaux abstraits avaient été remplacés par les quelques objets que j'avais sortis de la maison des Mendoza. Mes livres, les vêtements de Diego, les photographies de ma famille galicienne. Le reste pouvait pourrir là-bas. Le matin, j'emmenais Diego à l'école internationale près du Retiro. L'après-midi, une nounou le récupérait et entre-temps, je livrais ma deuxième guerre. Celle de Construction Mendoza. Le bureau de l'entreprise, dans un bâtiment des années 70 rue Orance, sentait la poussière. Le café Rance et la défaite. En entrant le premier lundi. Tous les employés, une douzaine au total, se sont levés de leurs chaises. Non par respect, par peur. La nouvelle que moi, la femme des Alvaro, je commandais désormais, avait couru comme une traînée de poudre. Miguel, le comptable de toujours, un homme de 60 ans avec des lunettes à double foyer, a été le premier à parler. Doña Marisol, les relevés du compte courant, comme demandé. Merci, Miguel, mais je suis Marisol sans le Doña, et je veux tout voir. La comptabilité officielle est l'autre. Il a pâli. Je ne sais pas à quoi vous faites référence. Si, tu le sais. Tu es là depuis 20 ans. Tu sais où est l'argent qui manque. Tout comme tu sais que les frais de représentation du vendredi n'étaient pas pour les clients. Ou tu me montres tout,
Ou tu pars aujourd'hui même avec une indemnité zéro pour licenciement fondé. Et tu ne trouveras pas d'autre travail à ton âge. Miguel m'a regardé et dans ses yeux. J'ai vu une bataille entre la loyauté envers Carmen et l'instinct de survie. C'est l'instinct qui a gagné. Sans dire un mot, il s'est levé, est allé vers un classeur métallique vert. A sorti une clé qu'il portait à son trousseau et a ouvert le tiroir inférieur. Il en a sorti un livre de comptabilité ancien à la couverture en cuir usé et une clé USB. Tout est là. Ce qui n'est pas dans le système, les paiements en liquide, les primes, les retraits de Don Alvaro. Doña Carmen m'a ordonné de les tenir à part. J'ai ouvert le livre. C'était un registre manuscrit méticuleux des flux d'argent qui n'apparaîtrait jamais au fisc. Et là, avec l'écriture soignée de Miguel. Il y avait les registres de chaque vendredi à partir de 2019. Retrait 3 000 €. Retrait 4 500 €. La somme totale dépassait les 250 000 €. Mais il y avait autre chose. À côté de certains retraits, une annotation en code, CB et un numéro. CB ? Ai-je demandé. Miguel a baissé la voix. Casino Benalmádena. Le numéro est celui de la fiche de crédit interne de Don Alvaro. Quand il perdait plus que ce qu'il retirait. Le casino envoyait une facture pour des services de conciergerie à l'entreprise. Doña Carmen la payait. Un dégoût profond, physique, mais monté à la gorge. Non seulement il avait volé, mais il avait créé tout un système frauduleux pour alimenter son vice. Et sa mère l'avait couvert. Conspirant avec le comptable pour frauder l'entreprise même qu'elle disait aimer. Imprime-moi tout, ai-je dit en gardant une voix stable. Et Miguel, à partir d'aujourd'hui, toi et moi sommes les seuls à avoir accès à ces informations. Si Doña Carmen demande, tu lui dis que j'ai réquisitionné tous les anciens dossiers pour l'audit. Entendu. Il a acquiescé, vaincu. Oui, madame. J'ai passé la journée entière plongé dans les chiffres. L'image qui a émergé était encore plus désolante que ce que je craignais. Outre l'hémorragie du casino. Carmen détournait de l'argent vers des comptes à l'étranger au nom d'un holding au Panama qui, selon ce que j'ai découvert après une recherche rapide, appartenait à son frère Fernando. L'héritage dont il se vantait tant était un château de cartes construit sur la fraude et la dette. L'après-midi, je suis allé à la clinique de désintoxication dans la Sierra. Alvaro était dans une chambre individuelle avec vue sur un jardin stérile. Il semblait plus mince, plus jeune et à la fois plus brisé. En me voyant, il s'est levé d'un bond. J'ai rempli ma part. Je peux sortir. Assieds-toi, Alvaro. Je me suis assise en face de lui, séparé par une petite table en formica. J'ai vu les livres, tous. Il a pâli. Je ne sais pas de quoi tu parles. 253 000 € en 3 ans au casino de Benalmádena. À la roulette, n'est-ce pas? Tu as toujours aimé la roulette, l'émotion rapide. Il s'est pris le visage entre les mains. Maman t'avait dit de ne pas regarder là-dedans. Ta maman ne commande plus rien, Alvaro. C'est moi qui commande et je dois décider ce que je fais de ces informations. J'ai fait une pause, laissant le poids des mots s'installer. Je pourrais la porter au commissariat dès demain matin, détournement de fonds, fraude. Faux documents? Avec la somme dont il s'agit, tu risquerais une peine de 3 à 5 ans minimum. Il a commencé à trembler. Tu ne ferais pas ça. Je suis le père de ton fils. Tu es un père qui a choisi la roulette plutôt que son fils. Encore et encore. J'ai sorti du sac une copie de l'une des fausses factures du casino. Ça en valait la peine? Une nuit d'émotion méritait de tout risquer? Les larmes coulaient sur son visage, maintenant sans contrôle. Tu ne comprends pas. La pression, l'entreprise, maman toujours sur mon dos. Toi, tu as toujours été si parfaite, si contrôlée, j'avais besoin de quelque chose qui soit à moi. Un moment où je décidais. De décider de perdre. Je l'ai interrompu. Ce n'est pas une décision, c'est une maladie. Et toi et ta mère avez contaminé toute l'entreprise. Vous êtes fini, Alvaro. J'ai contacté Luz Ibérica. Que vas-tu faire? Sa question était un murmure terrorisé.
Ça dépend de toi et de ta mère. J'ai sorti un autre document. C'est un accord de séparation. Tu renonces à la garde partagée. Tu auras un droit de visite supervisé tous les 15 jours et tu signes la vente de toutes tes actions. De Construction Mendoza à mon nom pour 1 euro. En échange, je ne vais pas à la police et je m'occupe de faire survivre l'entreprise pour que, au moins, Diego ait quelque chose le jour de demain. Il a regardé le papier comme s'il était en flammes. Mes actions. C'est tout ce que j'ai. Tu as la liberté et l'opportunité de guérir. C'est plus que ce que tu m'as donné. Je me suis levé. Tu as jusqu'à demain pour y réfléchir. Si tu ne signes pas, demain à 10 heures. J'ai un rendez-vous avec le lieutenant de l'unité des délits économiques, un ami de Sofia. Je suis sorti de la chambre en le laissant avec son silence et sa peur. Dans le couloir, l'odeur de désinfectant était accablante. J'ai appelé Sofia depuis la voiture. Il l'a sur la table. Il signera. Tu es sûr? C'est une souris, mais une souris acculée peut mordre, a dit ma sœur. Il est effrayé et la seule chose qui lui importe, c'est sa propre peau. Il signera. Le lendemain au bureau, j'ai reçu 2 visites. La première, à 9 heures, était un messager avec l'accord signé par Alvaro. Pas de lutte, seulement la capitulation. Ses actions, 30% de Construction Mendoza, étaient désormais à moi. Ajoutées au pouvoir de décision total que j'avais déjà. Cela faisait de moi la propriétaire effective de l'entreprise qui m'avait méprisé. La deuxième visite était Carmen. Elle est arrivée à 10 heures sans prévenir. Elle semblait avoir rétréci. Ses vêtements, toujours impeccables, lui allaient trop larges. Elle portait la même robe noire, mais maintenant, elle ressemblait à un linceul. « Tu as volé l'entreprise de mon fils », a-t-elle dit debout devant mon nouveau bureau. Celui qui avait été celui de son mari. Je ne l'ai pas volé, je l'ai acheté pour 1 euro et j'ai sauvé ton fils de la prison. Tu devrais me remercier. Merci. Une grimace de haine a déformé son visage. Tu es une vipère. Nous t'avons accueilli, nous t'avons donné un nom. Vous m'avez donné du mépris. Et maintenant, le cycle se ferme. Je lui ai passé une feuille. C'est le rapport que j'ai préparé pour Eduardo Roras. L'entreprise est assainie. Les fournisseurs impayés vont recevoir 50% de leur dû sur 6 mois. Et j'ai engagé un nouveau directeur de travaux. Luz Ibérica va réactiver le contrat de Barcelone à l'essai pour 1 mois. Ton entreprise est sauvée, Carmen, même si elle n'est plus à toi. Elle a pris le rapport avec des mains tremblantes. Elle l'a feuilleté, voyant les chiffres, les nouveaux noms, la réalité de sa dépossession. Et moi, que reste-t-il pour moi? Il reste que je ne te dénonce pas pour complicité de détournement de fonds et fraude fiscale. Il reste cette maison hypothéquée jusqu'au cou, mais encore à toi. Et il reste ton fils, s'il veut vraiment guérir. C'est plus que ce que tu allais me laisser. Elle a fait tomber le rapport. Sa respiration est devenue lourde, saccadée. Elle a porté une main à sa poitrine. Ça me fait mal ici. Au début, j'ai pensé que c'était encore l'un de ces drames. Mais sa peau a pris une teinte cendreuse. Elle haletait. Ses yeux ont cherché les miens et en eux, il n'y avait plus de haine, seulement de la panique. Aide-moi. J'ai couru vers elle, je l'ai soutenue avant qu'elle ne tombe au sol. J'ai crié vers la porte, Miguel, appelle une ambulance, maintenant. Les minutes suivantes furent un chaos. L'arrivée des secouristes, la civière. Carmen inconsciente avec une grimace de douleur figée sur le visage. Miguel m'a regardé, horrifié. Une crise cardiaque? On dirait bien. Appelle Alvaro à la clinique. Dis-leur de l'emmener au même hôpital. J'ai regardé comment il l'emmenait. Je n'ai ressenti aucune satisfaction. Seulement un vide énorme et une question. Est-ce que c'était moi qui, avec ma dureté, avait provoqué cela? À l'hôpital, dans la salle d'attente de l'unité de soins intensifs, j'ai retrouvé Alvaro. Il portait des vêtements de ville, il était pâle, tremblant. Un travailleur social de la clinique l'accompagnait. Où est ma mère? C'est tout ce qu'il a dit. Au bloc opératoire.
Ils ont dû lui poser 2 stents. Elle est stable, mais grave. Il s'est laissé tomber sur une chaise en plastique. C'est de ta faute. Non, Alvaro. C'est la faute des années de mensonges, de stress, de couvrir tes erreurs. Le cœur n'a pas tenu plus longtemps. Je me suis assise à côté de lui, non par consolation, mais par épuisement. Tu as signé le papier. Qu'est-ce qu'il me restait? Il a craché les mots. Il restait la dignité. Mais tu l'as perdue il y a longtemps. Je me suis levé. Je viendrai la voir demain. Reste avec elle. C'est ta mère. Je suis sorti de l'hôpital. La nuit madrilène était froide et claire. Dans mon sac, l'accord de séparation et le transfert d'actions pesaient comme des pierres tombales. J'avais gagné. J'avais l'entreprise, la maison, la garde de mon fils. Mais le goût de la victoire était de la cendre. En arrivant à Montpentouse, Diego dormait déjà. Sofia m'attendait avec une bouteille de vin rouge et 2 verres. Santé, sœur, a-t-elle dit en levant son verre. À ta liberté, j'ai bu. Le vin était amer. Carmen a eu un infarctus. Sofia ne s'est pas décontenancée. Et c'est tout, Marisol. Cette femme t'a rendu la vie impossible pendant une décennie. Elle a couvert son fils tout en t'humiliant. Ce n'est pas ton obligation d'avoir pitié d'elle. Je ne ressens pas de pitié. Je ressens de la fatigue. Je me suis effondré sur le canapé. Et maintenant quoi, Sofia? J'ai une entreprise que je déteste, un ex-mari brisé. Une belle-mère qui pourrait mourir et un poste de haute direction qui commence lundi. En quoi me suis-je transformé? Tu es devenue une survivante, et les survivantes ont parfois les mains sales. L'important, c'est de savoir les laver. Mon portable a sonné. C'était Eduardo Roras. J'ai hésité avant de répondre. Marisol, j'ai reçu ton rapport. Il est excellent, brutal, mais excellent. Sa voix sonnait admirative. Tu as fait en une semaine ce qu'un administrateur judiciaire ne ferait pas en un mois. Eduardo, je ne suis pas d'humeur pour les compliments. Je sais. J'ai su pour Carmen Mendoza. Je suis désolé. Un silence. Tu vas bien? La question toute simple, posée avec sincérité, m'a presque désarmé. Je suis fatigué. Alors repose-toi. Lundi, je t'attends dans mon bureau. Pas pour parler de Mendoza, pour parler de ton premier projet chez Luz Ibérica. J'ai pensé que tu pourrais prendre en charge la restructuration de toute la chaîne de fournisseurs. C'est un morceau dur à avaler. Tu oses? Un petit sourire réel est apparu sur mes lèvres. Bien sûr que j'ose. Bien, maintenant raccroche et prends un bain chaud. Le monde peut attendre. J'ai raccroché. Sofia me regardait avec un sourcil levé. C'était ton patron. Il semble intéressé. Ne commence pas, Sofia. Je n'ai rien dit, a-t-elle souri en remplissant à nouveau mon verre. Bois, demain est un autre jour, et cette fois, Marisol, c'est ton jour. J'ai regardé par la fenêtre. Les lumières de Madrid scintillaient, indifférentes à mes guerres privées. En bas, dans la rue, la vie continuait. J'avais un fils qui m'aimait, un travail qui me mettait au défi. Une maison qui était la mienne et j'avais, pour la première fois depuis longtemps, le contrôle. Le chemin avait été plein de boue et d'ombre. Peut-être que certaines d'entre elles ne me quitteraient jamais, mais au moins, maintenant. Celle qui marchait en avant, c'était moi. Marisol Lopez, propriétaire de son nom, de son destin et de son obscurité. 3 mois plus tard, l'air de Madrid sentait déjà la pâte d'amande et les châtaignes grillées. Les lumières de Noël qui pendaient sur la Gran Via et le froid sec de décembre. Dans mon nouveau bureau du 10e étage de Luz Ibérica, avec vue sur les toits de la ville. Les derniers rayons du soleil d'hiver se reflétaient sur l'écran de mon ordinateur. Sur la table, 2 documents. À gauche, le rapport final de gestion de Construcción Mendoza S.L. À droite, le brouillon du plan d'expansion de Luz Ibérica au Mexique. Mon premier grand projet en tant que directrice des opérations. Entre les deux, une petite assiette en porcelaine avec 2 Uso de Santo au parfait.
leur sirop brillant sous la lumière. Le doux timbre de la porte a retenti. Entrez. Eduardo Roras est entré avec 2 tasses de café. Il avait perdu l'habitude de frapper avant d'entrer dans mon bureau. Tiens. Sans sucre, un peu de lait. Comme tu aimes. Merci. J'ai accepté la tasse. Il s'est assis sur le fauteuil en face de moi, sans cérémonie, en regardant les documents. Les 2 mondes de Marisol Lopez, a-t-il demandé en désignant le rapport du menton. Quelque chose comme ça. Le passé et le futur. J'ai poussé vers lui le rapport de Mendoza. C'est terminé. L'entreprise est assainie. Les fournisseurs payés, le chantier de Barcelone à jour est vendu. Il a haussé un sourcil. Vendu. À qui? À un groupe de construction basque. Ils ont payé un prix juste, compte tenu de l'historique. Suffisant pour solder les dettes en suspens. Payer aux employés des indemnités généreuses et laisser un petit fonds fiduciaire pour Diego. J'ai fait une pause, et pour payer le traitement de désintoxication prolongé des Alvaro. 1 an dans une clinique en Suisse. Eduardo a acquiescé lentement. Carmen Mendoza s'est remise de son infarctus, mais a perdu une grande partie de sa mobilité. Maintenant, elle vit dans une résidence de luxe à la Moraleja, avec des soins 24h24. La maison de Serrano est en vente. Avec ce qu'elle en tirera, cela lui suffira pour vivre confortablement le reste de ses jours. Peu, mais suffisant. Tu l'as vu? Oui. Une fois. Je n'ai pas ajouté de détails. Je ne lui ai pas raconté comment la matriarche, réduite à une ombre dans un fauteuil roulant, avait pris ma main avec la sienne, tremblante. Et avait murmuré « Pardon » avant de se tourner vers la fenêtre. Certains pardons arrivent trop tard pour changer le passé. Mais à temps pour ne pas empoisonner le futur. C'était dur, a dit Eduardo. Non pas comme une question, mais comme une affirmation. C'était juste. J'ai bu une gorgée de café et ceci, ai-je continué en faisant glisser vers lui le document. Le plan d'expansion et le futur. Mexique, Brésil, puis peut-être États-Unis. J'ai révisé la chaîne d'approvisionnement, négocié avec des fournisseurs locaux. Calculer les risques. Nous pouvons réduire les coûts de 15% tout en maintenant la qualité et atteindre le marché en 18 mois. Il a loué le document, mais ses yeux revenaient aux miens. Tu sais ce que je valorise le plus chez toi, Marisol? Que tu ne demandes pas la permission. Tu présentes des faits accomplis avec les chiffres qui les justifient. C'est rafraîchissant et un peu terrifiant. J'ai souri. Terrifié? Moi? Quand tu m'as offert le travail, j'ai pensé que c'était une blague. La meilleure décision que j'ai prise depuis des années. Il a fermé le dossier. Le conseil a approuvé le projet et ta prime sur objectif. Pour janvier, tu auras 100 000 € de plus sur ton compte. Le chiffre qui, avant, m'aurait semblé une folie, maintenant, j'ai juste acquiescé. Merci. De rien. Et maintenant, changeons de sujet. Il s'est penché en avant, les mains jointes. Il y a un gala. L'Association de l'industrie textile. Samedi, ils remettent le prix de l'exécutif de l'année et tu as été nommé. Le café m'est resté en travers de la gorge. Moi? Eduardo, je ne suis là que depuis 3 mois. Et en 3 mois, tu as fait plus que ton prédécesseur en 3 ans. C'est une reconnaissance et une opportunité de networking. Il a fait une pause et son ton a changé. Il est devenu plus personnel. J'irai, et j'aimerais que tu viennes avec moi. Pas comme patron et employé, comme Eduardo et Marisol. L'air dans le bureau a semblé devenir plus dense. Ces derniers mois, il y avait eu des cafés partagés, des dîners de travail. Des conversations qui se prolongeaient plus que nécessaire. Une complicité qui était allée au-delà du professionnel. Je l'avais vu, mais j'avais refusé de le voir par peur, par fatigue. Pour ne pas répéter les erreurs. Eduardo, ce n'est qu'un gala, rien de plus. Mais ses yeux disaient autre chose. Réfléchis-y. La robe est payée par l'entreprise et nous pouvons y aller dans la voiture de fonction. Tout est très professionnel. J'ai souri, incapable de l'éviter.
Ça semble presque ennuyeux. Alors. Mon téléphone a vibré à ce moment-là, me sauvant de devoir répondre. C'était un message de Sophia, à 8 heures chez toi. J'arrive avec la dinde et une surprise. J'ai regardé Eduardo. Je dois y aller. C'est le réveillon. Ma sœur vient dîner avec nous. Bien sûr. Il s'est levé. Profite des fêtes et pense au gala. Tu me confirmeras en janvier. Quand il est parti, je suis resté à regarder les deux Uso de Santo. Je les avais fait moi-même ce matin-là dans la cuisine de mon Pantouse. En suivant la recette de ma grand-mère galicienne. Pour la première fois depuis des années, ils étaient sortis parfaits. Le sirop à point, la texture de la pâte légère, un petit triomphe privé. Mon Pantouse sentait la cannelle, l'orange confite et l'amour. Sophia avait transformé la table de la salle à manger en un festin modeste mais parfait. Une petite dinde, une salade, et le dessert qu'elle avait apporté, une bûche de Noël au chocolat. Tante Sophia, regarde ce que j'ai fait à l'école. Diego, rayonnant de santé, lui montrait un dessin, une maison avec 3 silhouettes. Celle-ci, c'est toi, celle-ci, c'est maman et celle-ci, c'est moi. Il n'y a pas ton père, a observé Sophia avec sa franchise habituelle. Diego a haussé les épaules avec une sérénité qui m'a brisé le cœur. Papa est en Suisse pour se renforcer. Il reviendra bientôt et, en attendant, on a la meilleure tante du monde. Il l'a serrée dans ses bras. Le timbre a sonné. Sophia m'a fait un clin d'œil. La surprise. Je suis allé ouvrir. Sur le seuil, avec un bouquet de fleurs de saison et une bouteille de vin, il y avait Alvaro. Pas el Alvaro effondré d'il y a 3 mois, mais un homme plus mince, plus serein. Avec des yeux clairs et un sourire timide mais authentique. Il portait un manteau simple et ses mains ne tremblaient pas. Marisol. Joyeux Noël. Alvaro, je ne savais pas que tu sortais avant, pour bonne conduite? Il a essayé de sourire. Non, sérieusement, le traitement s'est bien passé. Très bien. Et je voulais voir Diego. Si tu me laisses. Je l'ai regardé. J'ai cherché dans ses yeux la tromperie, la manipulation, la faiblesse. J'ai seulement vu de l'humilité et quelque chose qui ressemblait à la paix. C'est le réveillon. Je ne vais pas t'empêcher de voir ton fils. J'ai fait un pas en arrière. Entre. Le dîner fut étrange, inconfortable, mais pas douloureux. Alvaro a peu parlé, beaucoup écouté. Il a vu comment Diego lui racontait avec enthousiasme ses nouveaux cours, ses nouveaux amis. Il a vu comment Sophia et moi plaisantions, comment nous étions une famille, même sans lui. Quand nous avons terminé le dessert, Sophia a emmené Diego dans la cuisine pour faire la vaisselle. Nous laissant seuls dans le salon. Il est phénoménal, a dit Alvaro en regardant vers la cuisine. Plus heureux que jamais. C'est un enfant résistant, comme sa mère. Il a pris une profonde inspiration. Marisol, je sais que je ne mérite rien, ni ton pardon ni ta confiance. Mais je voulais te dire merci. De ne pas m'avoir dénoncé, de m'avoir sauvé, même par la force, de prendre soin de ma mère. Pour tout. Je ne l'ai pas fait pour toi, Alvaro, je l'ai fait pour Diego et pour moi. Je le sais, et c'est pour cela que ça a encore plus de mérite. Il s'est passé une main dans les cheveux. Un geste qui m'était si familier et maintenant si étranger. Je retourne en Suisse après le jour des rois. 6 mois de thérapie de plus. Et ensuite, je ne sais pas, peut-être que je repartirai de zéro, loin de Madrid. Loin de tout ce désastre. Ça doit être ainsi. Ma voix a semblé plus douce que je ne le voulais. Tu as besoin de te construire une vie, une vraie. Il a acquiescé. Puis il a sorti une petite enveloppe de sa poche. C'est pour Diego. Ce n'est pas de l'argent, ce sont des actions. Le peu qu'il me restait d'une petite entreprise technologique dans laquelle j'ai investi il y a des années. Elle monte, pour son université. J'ai pris l'enveloppe. Je la lui donnerai quand il sera plus grand. Merci. Il s'est levé. Et Marisol. Sois heureuse. Vraiment. Tu le mérites. Quand il est parti, je me suis appuyé contre la porte fermée.
Je n'ai pas pleuré. J'ai simplement senti un chapitre qui se fermait avec un calme définitif, sans fracas. Le gala a eu lieu au palais municipal des Congrès. Je suis arrivé avec une robe longue en velours vert sombre, prêtée par la nouvelle collection de Luz Ibérica. Je portais les cheveux lâchés, des boucles d'oreilles simplées, au poignet. La montre que je m'étais achetée avec mon premier salaire. Rien des bijoux des Mendoza, tout était à moi. Eduardo m'attendait à l'entrée avec un smoking qui lui allait trop bien. « Tu es spectaculaire », a-t-il dit en me proposant son bras. La soirée fut un rêve. Lumière, caméra, gens importants de tout Madrid. J'ai salué, j'ai souri, j'ai parlé de chiffres et de stratégie. Et quand ils ont annoncé le prix de l'exécutif de l'année et qu'ils ont prononcé mon nom, le monde s'est arrêté une seconde. Je suis monté sur scène. Les lumières étaient aveuglantes. J'ai vu Eduardo au premier rang qui souriait. J'ai vu Sofia, qui avait insisté pour venir, faire le geste du « je le savais » avec son poing. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai parlé au micro. Merci. Il y a 6 mois, j'étais à un autre dîner. À celui-là, on m'a dit que j'étais la plus grande honte d'une famille. Aujourd'hui, je suis ici, non par vengeance, mais parce que j'ai appris que notre valeur ne nous est pas donnée par les autres. Nous nous la donnons nous-mêmes chaque jour, avec chaque décision. Avec chaque hueso de Santo qui réussit ou qui échoue. Parce que même le sirop le plus doux a besoin de feu pour atteindre son point. Merci à ma sœur Sofia, qui m'a rappelé qui j'étais, à mon fils Diego, ma raison d'être. Et à Luz Ibérica pour avoir cru en moi quand j'y arrivais à peine. Je suis descendu de scène sous les applaudissements. Eduardo m'a serré dans ses bras. Une étreinte rapide, professionnelle. Mais ses mains se sont attardées une seconde de trop sur mes épaules. Tu as cartonné, a-t-il murmuré à mon oreille. Lors du cocktail qui a suivi, alors que nous trinquions. Un homme âgé à l'aspect distingué s'est approché. Donia Marisol. Félicitations. Je suis Maximo Bianchi, de la chaîne de boutiques mode italienne. Votre plan d'expansion m'a impressionné. J'aimerais parler avec vous d'une possible collaboration. Nous avons parlé 10 minutes, nous avons échangé nos cartes. Quand il est parti, Eduardo m'a regardé avec admiration. Maximo Bianchi ne parle qu'au patron, et il est venu vers toi. Le monde est étrange, ai-je dit. Et cette fois, mon sourire était naturel, sans effort. De retour, dans la voiture de l'entreprise, Madrid défilait illuminé par les fenêtres. Eduardo a rompu le silence. Que vas-tu faire maintenant? Avec le prix, la reconnaissance. Le monde est à toi. Eh bien, rentrez à la maison. Demain, Diego et moi allons à Ourance pour passer une semaine avec mes parents aux maisons. Pour aider ma mère à éplucher des pommes de terre et à écouter les histoires des habitués. Ça semble parfait. Il a fait une pause. Et à ton retour, aimerais-tu dîner? Sans plan d'affaires, sans rapport, juste dîner. J'ai regardé son profil à la lumière des lampadaires. Un homme bon, intéressant, et moi, une femme libre, maîtresse de son temps, de ses décisions. De ses erreurs. Oui, ai-je dit, j'aimerais. La voiture s'est arrêtée devant mon immeuble. Je suis descendu. Avant de fermer la porte, Eduardo a dit « Joyeux Noël, Marisol ». Joyeux Noël, Eduardo. Je suis monté dans l'ascenseur. Dans le Penthouse, tout était calme. Diego dormait dans sa chambre, serrant une nouvelle peluche. Sofia était partie en laissant un mot « Je t'aime, sœur ». Tu as réussi. Je me suis déchaussé, j'ai enlevé ma robe, j'ai enfilé mon vieux peignoir. Je suis allé à la cuisine. Sur le plan de travail, il restait un hueso de Santo seul dans l'assiette. Je l'ai pris. Le sirop était parfait, doux mais pas écœurant, ferme mais tendre. Je l'ai mangé d'une bouchée. En regardant par la fenêtre la ville qui m'avait autrefois dévoré et qui, maintenant, était enfin mon foyer. Ce n'était pas une fin heureuse de conte de fées, c'était quelque chose de mieux. Un nouveau départ avec des cicatrices, avec de la mémoire, avec un futur incertain, mais à moi. Juste à moi.
Et enfin, après tant d'hiver, j'ai su ce que c'était que de ressentir la chaleur. Le maison de mes parents à Ourense sentait, comme dans mon enfance, le bois du four, le bouillon galicien et l'humidité douce du fleuve Minot. C'était le réveillon encore une fois, et cette fois la table n'était pas en marbre à Salamanque, mais en chêne rustique, pleine de plats en terre cuite et de rire véritable. Diego, plus grand et avec un sourire qui ne connaissait plus la peur, aidait mon père à préparer le poulpe à la galicienne. Sofia se disputait avec ma mère sur la quantité de piment sur le jarret de porc, et dans la porte, sous le linteau de pierre, est apparue une silhouette inattendue. Alvaro, mais pas l'homme brisé d'il y a un an. Celui-ci avait les mains pleines de paquets, la peau bronzée par le soleil suisse, et dans ses yeux, il y avait une paix que je ne lui connaissais pas. À ses côtés, une femme allemande, blonde au sourire timide, appelée Lena, sa thérapeute. Et maintenant un peu plus. Joyeux Noël, a dit Alvaro, et sa voix n'a pas tremblé. Le silence fut bref. Mon père, avec cette sagesse galicienne qui pardonne sans oublier, a acquiescé. Entre, mon fils. Il y a de la place pour tout le monde. Le dîner fut étrange et beau. Nous n'étions pas une famille, mais une mosaïque de personnes brisées et reconstruites. Alvaro a parlé de son travail dans une petite entreprise d'énergie renouvelable à Berne. Lena a parlé de son fils du même âge que Diego, et ma mère, la propriétaire d'un humble maison qui n'avait jamais compris les Mendoza, a servi plus de bouillon à Alvaro en disant « Tu es très maigre, mon garçon ». Après le dîner, je suis sorti dans la cour de pierre froide. Alvaro m'a suivi. C'est bien, n'est-ce pas? Que je sois venu. C'est bien. J'ai regardé les étoiles, si brillantes loin de Madrid. Tu es heureux, Alvaro? Je suis en paix. C'est plus que ce que je mérite. Il s'est approché. Et toi, Marisol, on dirait que tu es complète. À ce moment-là, une voiture s'est arrêtée devant le maison. Eduardo est descendu avec une bouteille de Ribeiro et une boîte de nougat. Il venait directement de Madrid après avoir clôturé l'année fiscale. En me voyant avec Alvaro, il a hésité une seconde. « Tout va bien ?» a-t-il demandé. « Tout va bien. » Je lui ai souri et je lui ai pris la main. « Viens, je te présente mes parents. » À l'intérieur, le monde se recomposait d'une manière nouvelle. Eduardo, le PDG de Madrid, aidant mon père à déboucher des bouteilles. Diego montrant à Lena sa collection de pierres du fleuve. Sofia plaisantant avec Alvaro sur le football, et moi, au milieu, sentant que, enfin, tous les morceaux de ma vie, même les brisés, avaient trouvé leur place. Ce n'était pas parfait. Il y aurait des blessures qui ne cicatriseraient jamais tout à fait. Des absences qui pèseraient dans certains silences, mais c'était réel et c'était à moi. À minuit, nous sommes tous sortis sur la place du village, où les voisins allumaient des feux de joie. J'ai pris Diego par une main et Eduardo par l'autre. Les cloches de l'église ont commencé à sonner, annonçant la fête de l'Action de grâce. « Que demandes-tu, maman ?» m'a demandé Diego, ses yeux reflétant les flammes. « J'ai déjà tout, ai-je répondu, et c'était vrai. J'ai regardé Eduardo qui me souriait sans hâte. J'ai regardé Alvaro, qui serrait Lena dans ses bras tout en regardant notre fils avec des yeux sereins. J'ai regardé Sofia, qui m'a fait un clin d'œil. Dans l'air froid de Galice, entre le tintement des cloches et l'odeur du bois brûlé, j'ai finalement laissé partir la dernière ombre de la femme qu'ils avaient appelée la honte. Là, entre les flammes du feu de joie et les étoiles du nord, il ne restait que Marisol. Ni plus ni moins, simplement, enfin elle-même.